Madame, Monsieur, bonsoir. Les principales informations sur ITV. En voici les titres. Les règles de la vie en société de moins en moins respectées dans notre pays. Le concept du vivre ensemble est frappé de vacuité au fur et à mesure que l'on avance. Les réflexes communautaires et le manque d'équité sociale aggravent cette situation. Pourtant, les étrangers découvrent pour la plupart un pays ouvert et accueillant. La souffrance des ambulanciers à Dakar qui sont de plus en plus coincés dans les bouchons de la capitale où les heures de pointe au volant sont catastrophiques. Il arrive que des véhicules non prioritaires leur disputent la priorité. La situation est on ne peut plus compliquée pour ces ambulances. Les experts de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest s'inquiètent de la situation sécuritaire et des menaces sur la paix dans la sous-région. Ils ont passé en revue les chantiers en cours à la veille du 4e sommet sur la paix et la sécurité prévu après-demain à Dakar. Et puis la Gambie dépose une plainte contre le régime birman au nom des 57 pays de l'OCI, une plainte auprès de la Cour pénale de la Cour internationale de justice pour fait de génocide commis contre la minorité musulmane, les Rohingyas. Le développement de tous ces titres dans un petit instant. On le sait, le code de la route a prévu les véhicules prioritaires, les ambulances qui assurent les interventions sanitaires sont citées dans ce lot, mais comme les particuliers et les véhicules de transport, ces ambulances souffrent beaucoup des bouchons à Dakar. Les ambulanciers n'ont plus la voie libre. Les drames se multiplient à cause des retards, les incivilités sur l'asphalte et les automobilistes malveillants leur compliquent aussi la vie. Reportage de Mamadou Bipa Sissoko et Séléman Diallo. Il est fréquent de voir une ambulance bloquée dans les embouteillages, situation à l'origine parfois de complications pour les patients à bord. Oui, malheureusement, je me rappelle d'un cas où c'était c'était une seule voie, donc c'était une route avec une seule voie. Et là, il était très difficile, même pour les automobilistes, de se ranger sur le bas-côté. Et là, on a eu énormément de difficultés. Et je me rappelle, c'est une malade qui saignait beaucoup. J'ai vécu un cas similaire où l'on devait transporter une femme enceinte. On était bloqué dans les embouteillages, mais malheureusement, à notre arrivée, la femme est décédée et le bébé a survécu. Les ambulanciers ne sont souvent pas assez outillés pour contourner ce problème, mais l'aide des agents de la circulation leur facilite parfois le travail. Bon, à l'heure actuelle, malheureusement, même nous ne sommes pas au courant quand certaines voies ont été barrées pour des raisons de travaux. Par contre, il faut quand même saluer le concours des agents de police. Donc, souvent, quand ils voient l'ambulance, quand ils entendent la sirène, ils prennent les précautions quand même pour que l'ambulance puisse passer. Et aussi, saluer aussi vraiment la compréhension des automobilistes qui aussi ont tendance à se ranger d'un côté pour laisser passer l'ambulance. Pour ce brancardier qui accompagne souvent les ambulances, les automobilistes leur rendent souvent la tâche plus difficile. Nous sommes souvent bloqués dans les embouteillages. Les automobilistes pensent que quand on déclenche des sirènes, on le fait par plaisir. Il nous arrive même de descendre des voitures pour essayer de nous créer un passage. Il faut que les gens sachent que quand une ambulance passe, soit elle va chercher un patient, soit elle transporte un patient dans un état critique. Si pour la plupart des automobilistes, céder le passage à une ambulance est un acte qui va de soi, l'étroitesse des routes fait que cela est parfois impossible, surtout en cas de travaux, comme en ce moment sur la voie de dégagement nord. Les experts de l'UMOA sont également relativement inquiets. Ils ont passé en revue les diligences et les pas de fait
autour des grands chantiers de la paix et de la sécurité. Dans 48 heures, notre pays va accueillir la 4e rencontre du comité de haut niveau de l'Union monétaire ouest-africaine sur la paix et la sécurité. Tidiane Cissé et Moussa Fall nous en disent plus. Une réunion préparatoire de la réunion ministérielle du comité de haut niveau sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. Les experts de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont fait l'évaluation des chantiers mis en place depuis la rencontre de Lomé en 2012. Vous savez, les hautes autorités de l'UEMOA ont à cœur aujourd'hui la question de la sécurité dans notre espace communautaire parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le plan économique. Mais ces efforts risquent d'être plus ou moins annihilés par les menaces terroristes qui existent dans notre réunion. Et c'est pour cela que les autorités ont décidé en 2013 d'instituer une politique commune de la paix et de la sécurité et de créer un chantier paix et sécurité qui a été confié au président Macky Sall. Depuis 7 ans, on a travaillé à l'évolution de ce chantier. Pour lutter contre le terrorisme dans l'espace UEMOA, beaucoup de mesures ont été mises en place par les États de la sous-région. Beaucoup d'efforts ont été faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment en commençant par le pilier de la prévention. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le mécanisme de prévention des crises et des conflits est essentiel dans le cadre de la paix et de la sécurité. S'ajoute à cela également de concertation transfrontalière en faveur de la paix, de la sécurité et du développement, en particulier dans les zones transfrontalières. Et dernière initiative majeure développée par l'UEMOA pour faire face à la situation de crise sécuritaire que nous vivons, c'est la tenue ici à Dakar, le 3 octobre dernier, une réunion conjointe sous la présidence du président Macky Sall, président du comité de haut niveau, et du président Patrice Talon. Cette rencontre des experts de l'Union économique et monétaire ouest-africaine coïncide avec les attaques terroristes qui se multiplient au Burkina Faso et au Mali, ce qui inquiète beaucoup les populations. Ça aurait pu être pire si on n'avait pas mis en place ce dispositif au niveau de l'UEMOA. Vous savez, le terrorisme aujourd'hui est un phénomène planétaire. Aucun pays ne peut y échapper. Nos pays sont quand même des pays fragiles, avec la porosité des frontières. Nous avons beaucoup de personnes qui circulent. Nous avons des armes qui circulent dans l'espace. L'action de la lutte contre le terrorisme est une action de tous les jours. Parce que la menace terroriste elle-même, le phénomène du terrorisme lui-même, est un phénomène mutant. Vous savez, il apparaît sous plusieurs formes. C'est une menace, comme on le dit souvent, asymétrique. Et de ce point de vue-là, il faut toujours donc s'adapter par rapport à cette menace-là. Et nos États s'organisent pour cela. Après ces experts, les ministres des pays membres de l'organisation sous-régionale se réunissent ce jeudi à Dakar. Une occasion d'approfondir les réflexions avant la rencontre des chefs d'État attendue ce vendredi à Diamniadio. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Cette parole d'un grand sage est de moins en moins intériorisée dans notre société. En effet, le concept du bien vivre ensemble se meurt au Sénégal. C'est du moins le constat accablant de panélistes d'un magazine. Ils pensent que le communautarisme et les fractures sociales ne favorisent point la concorde. C'est un reportage de Cheikh Hassan Fall et Séléman Diallo. Le vivre ensemble est défini comme un concept qui exprime les liens pacifiques de bonne entente qu'entretiennent des personnes, des peuples ou des ethnies avec d'autres dans leur environnement de vie ou leur territoire. Ce concept, autrefois hautement symbolique chez nous, connaît de nos jours une crise liée à beaucoup de facteurs. À mon avis, non. On ne peut pas dire que le vivre ensemble sénégalais est à la bonne place. Nous avons nos propres crises endogènes parce que nous avons érigé des murs virtuels entre des segments de la société. D'aucuns vous disent l'autre il vient du monde rural, celui-là il est citadin, celui-là il est saracolais, l'autre est sérère. Non. Ce vivre ensemble sénégalais est en crise puisque nous avons de nouveaux courants religieux qui viennent, les réseaux sociaux, la crise de la famille qui est dépossédée de sa capacité à éduquer et à transmettre des valeurs.
La création de blocs et les dualités présentes dans notre environnement social ne sont pas sans risque. L'école coloniale a érigé ce que j'appelle une fracture sociologique. C'est de dire on fait le distinguo entre ceux qui sont à l'école, ceux qui ne sont pas à l'école, ceux qui sont diplômés, ceux qui ne sont pas diplômés. Et on a oublié de regarder ces gens comme des éléments de la société qui ont d'autres qualités. Ces hiatus sont un vrai risque, effectivement, pour notre société. Et j'espère que nous n'aurons pas les mêmes facteurs, les mêmes étincelles qui ont fait que d'autres pays connaissent aujourd'hui des problèmes de terrorisme. Pour tous, un retour aux sources urge pour rebâtir la société. On a les moyens aujourd'hui avec la famille et aussi le système éducatif de lire la crise que nous connaissons, mais aussi ce sont deux lieux d'opportunité pour reconstruire ce vivre ensemble sénégalais. On fait un modèle mixte, c'est-à-dire que nous ayons le courage de maintenir l'école dans ce qu'il a de vertueux, mais qu'il ne soit pas un prétexte pour ignorer ce que nos anciens nous ont légué et qui malheureusement, à mon avis, font la fierté d'autres sociétés et d'autres communautés. Réapprendre à vivre ensemble est devenu un impératif pour tous, surtout dans un monde où le communautarisme se développe de plus en plus. Une société qui gagnerait beaucoup à comprendre cette assertion de Amadou Hampâté-Bâ qui dit que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs. Cher Hassan Fall, le vivre ensemble est une donnée essentielle. Donc, malgré les problèmes de sociabilité que l'on rencontre ça et là dans la société, le Sénégal demeure une terre d'accueil où l'étranger s'installe sans grande difficulté, bien sûr en respectant ces règles. Des halogènes finissent d'ailleurs par s'installer dans le pays de la Teranga, ouvert au monde. Reportage à Lune Gueye et Séléman Diallo. Le Sénégal, un pays d'accueil qui offre son hospitalité à beaucoup d'étrangers. Certains de passage et d'autres qui s'installent définitivement. Je travaille et je vis au Sénégal depuis presque 20 ans maintenant. Ce que j'aime au Sénégal profondément, c'est que je peux sortir, alors justement on en parle tellement en ce moment, voilée ou pas voilée, en robe courte ou en robe longue, je peux aller à l'église, à la mosquée ou n'aller nulle part, personne ne m'ennuie avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une liberté de vie au Sénégal qui est tout à fait appréciable, à partir du moment, et je trouve ça tout à fait normal, où on respecte les us et les coutumes du pays. Ça va faire un peu plus d'un mois maintenant que je suis ici à Dakar. Ils n'hésitent pas à donner un coup de main, à nous aider quand ils voient qu'on est perdu et tout. Donc vous êtes très gentils. Ces étrangères chantent la teranga sénégalaise, mais tout de même avec un bémol dans leur rapport avec certains Sénégalais. Je pense que la teranga n'est pas un vain mot, mais je constate, parce qu'il y a un mais bien sûr, mais partout dans le monde, mais je constate qu'ici aussi, comme partout, ce que je pense, mon idée, c'est que le libéralisme et le capitalisme font des ravages et que, comme toute société humaine, comme toute société de la planète, la société sénégalaise n'est pas à l'abri de ça et que l'argent, le ralice, abîme les relations, abîme le vivre ensemble. Parce qu'ils disent toujours un prix très très haut, alors que je connais les prix. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ce jeune Sénégalais tempère. Ce qui nous lie, c'est plus la connaissance, parce que les professeurs, elles aiment la littérature. Moi aussi, j'aime la littérature. Bon, elles m'assistent dans mes activités de littérature en donnant des conseils, en donnant des orientations. Donc, ce n'est pas une relation comme d'argent qui nous lie, quoi. Et les sobriquets attribués souvent aux étrangers? Moi, on ne m'appelle pas Rongbounob, on m'appelle Toubab. Et maintenant, j'avoue que je ne le supporte plus parce qu'en effet, je ne suis pas une Toubab, je suis un être humain. Donc quand on me dit Toubab dans la rue, soit je dis oui, Kounioul, Lobege, ou alors je dis Toudouma Toubab. Alors on me dit no Toudou, je dis ah, Sornassi, Nitla, non? Au début, c'est rigolo. À la longue, ça devient embêtant parce que bon, on sait qu'on est blanc, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Et voilà. Mais bon, après, c'est comme ça ici et puis c'est tout. Hein. Ben, c'est dommage, mais chaque peuple a ses défauts, on va le considérer comme ça. Parce que vous allez ailleurs, il y en a d'autres qui vont attribuer des sobriquets aux Sénégalais. Chaque peuple a ses défauts, mais c'est dommage. Et pour moi, il ne faut pas s'attarder sur ça, à ça. Il ne faut pas retenir ces trucs-là, il faut avancer. Vivre ensemble fait partie des éléments les plus beaux de la vie. Le Sénégal attire depuis toujours et de plus en plus différentes nationalités qui viennent savourer sa teranga et son hospitalité.
On apprécie en tout cas le sens de la formule de la dame. On ne peut plus échapper aux algorithmes. Le concept des mardis du numérique est une trouvaille de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui en a accueilli la 13e édition du genre au travers d'une conférence sur l'impact du numérique sur notre économie et sur l'environnement qui nous entoure. Nous avons recueilli les explications du professeur Ousmane Thiaré, c'est le recteur de l'Université de Saint-Louis. Il a été interrogé par le correspondant du Nord, Momar Alice Nian, assisté de Ale Thiam. Je rappelle que c'est la 13e série de conférences qui est faite à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Au mois de juin dernier aussi, nous avons tenu un Digital Society Forum avec la Sonatel qui est aussi partenaire, qui a porté sur l'environnement. C'est juste pour montrer l'importance du numérique aujourd'hui dans notre pays par rapport à l'économie. Et aussi, les universités aussi doivent s'adapter par rapport au numérique. Je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons fait ce choix-là. Et je pense que cette série de conférences qui est organisée par Gaïndé 2000, dont nous attendons certainement les rapports. En tout cas, nous sommes prêts ensuite pour les diffuser et pour vraiment mettre en œuvre les recommandations qui seront issues de cette grande conférence sur le numérique. C'est vrai que l'université construit des compétences. L'université construit, vous venez à l'université, vous êtes diplômé. Mais des fois, vous n'avez pas aussi toutes les compétences pour s'insérer très facilement dans le milieu du travail, dans le marché du travail. Et je pense que ce genre de conférence permettra aussi à nos étudiants de savoir que c'est eux-mêmes qui doivent prendre les initiatives. Ils ne doivent pas se limiter aux formations qui sont délivrées dans les universités, mais ils doivent aller au-delà en faisant des formations de courte durée qui peuvent leur permettre aussi d'avoir des certifications qui les insèrent rapidement dans le marché du travail. Après avoir reçu mandat des 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, la Gambie, qui en assure la présidence en exercice, a déclenché une action judiciaire devant la Cour internationale de justice contre la Birmanie, coupable d'actes génocidaires à l'encontre de la minorité musulmane burmane, les Rohingyas. Le ministère gambien de la Justice a confirmé la démarche, mais il n'y a que des Gambiens qui voient déjà une entourloupe derrière cette action. Notre correspondant à Banjul, Amadou Bari. C'est via un communiqué que le ministre gambien de la Justice, Aboubacar Tambédou, a annoncé la décision de son pays de porter plainte contre la Birmanie sur le sort de la minorité musulmane, les Rohingyas. Banjul reproche à Rangoon d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en ces termes. La Birmanie n'a pas respecté ses obligations vis-à-vis de cette convention internationale en raison du traitement brutal infligé aux Rohingyas, a affirmé le ministre gambien de la Justice dans ce communiqué. La plainte déposée par la Gambie, pays à plus de 90% de musulmans, dénonce la responsabilité de Rangoon et de son armée et s'appuie sur 600 témoignages recueillis dans les camps de réfugiés au Bangladesh. La procédure devant la Cour internationale de justice pourrait être longue. La Gambie demande à cette juridiction d'ordonner à la Birmanie de cesser ses actes de génocide, d'en punir les auteurs et d'offrir des réparations aux victimes. Le plus petit pays de l'Afrique de l'Ouest a également demandé à la Cour internationale de justice d'imposer d'urgence de mesures conservatoires afin de protéger plus d'un demi-million de Rohingyas contre de nouveaux dommages pendant la durée de l'affaire. Au nom de l'OCI, le ministre gambien de la Justice justifie que le génocide concerne l'humanité tout entière. Peu après cette annonce sur les réseaux sociaux, certains Gambiens n'ont pas hésité à s'interroger parmi tous les pays de l'OCI pourquoi c'est le leur, avec, je le cite, ces nombreuses priorités judiciaires chez elles, que se mêlent des affaires d'une communauté de l'autre bout du monde. Ça paraît loin, mais les Français ne l'ont pas oublié. Le 13 novembre 2015, l'Hexagone a été frappé au cœur par 6 attaques terroristes orchestrées par 3 commandos. À l'époque, l'État islamique avait revendiqué le carnage qui avait fait 130 morts et 350 blessés. Ces attaques ont été
considérés comme les pires sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. On rappelle de ces événements tragiques avec Moustapha Gabar Diop. Tout commence au moment où se joue un match amical au Stade de France entre la France et l'Allemagne. Il est 21h17 lorsqu'une déflagration perturbe la fête. Quelques minutes plus tard, 2 autres retentissent à l'extérieur du stade. L'hypothèse d'une attaque terroriste se précise. Par mesure de sécurité, le public est confiné dans le stade pendant plusieurs heures. Les 3 explosions et 3 kamikazes viennent de causer 1 mort et une dizaine de blessés graves. Vers 21h25, un second commando de 3 terroristes à bord d'une berline noire se lance dans une série de fusillades dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Ils ouvrent le feu à 3 reprises sur des personnes, sur des terrasses de bars et de restaurants en criant Allahu Akbar. La série d'attaques, visiblement coordonnée, venait de faire 39 morts et 32 blessés graves. L'un des assaillants perd la vie en faisant sauter sa charge explosive devant un café sans faire d'autres victimes. Les 2 autres prennent la fuite. Plus de 400 coups ont été tirés en 20 minutes et 116 cartouches de Kalachnikov retrouvées sur les lieux. À 21h40, un 3e groupe arrive au théâtre du Bataclan et ouvre le feu sur les personnes à l'extérieur du bâtiment où le groupe de rock Eagles of Death Metal se produit en concert. Par la suite, ils pénètrent dans l'édifice et tirent par rafale sur les spectateurs. Pendant 20 minutes, les 3 hommes abattent froidement les spectateurs avant de se retrancher dans la salle de concert en utilisant des otages comme boucliers humains. Vers les coups de minuit, les assaillants sont tués dans un assaut des forces de l'ordre sans qu'il y ait d'autres victimes. Au total, 90 personnes ont perdu la vie au Bataclan et des dizaines sont grièvement blessées. Dans un discours télévisé, le président François Hollande proclame l'état d'urgence, la fermeture des frontières, tout en appelant au calme et à l'unité malgré l'horreur. 5 jours plus tard, les 2 terroristes en cavale sont tués par la police après un assaut de 7 heures. Après plusieurs années d'enquête, le procès de ces attentats pourrait avoir lieu en 2021. Au total, 14 personnes, dont 11 en détention provisoire, sont mises en examen dans cette enquête tentaculaire. Parmi elles, Salah Abdel Salam, seul membre encore en vie des éléments du commando djihadiste. Il y avait un match ce jour-là, il y a également du foot. Aujourd'hui, à la mi-temps du match Sénégal-Congo-Brazzaville, le score est à 2-0. Dans l'autre match de la même poule qui s'est joué cet après-midi à Bissau, la Guinée-Bissau a battu Eswatini 3-0. La culture est aussi importante que la nourriture que l'on consomme ou que l'eau que l'on boit. Le Salon national des arts visuels est en train de battre son plein. La photographie, la sculpture, la peinture, sous toutes leurs coutures, les arts visuels sont représentés. La place des artistes dans le PSE, tel est le thème que les organisateurs se sont choisis fort opportunément. Ces derniers ont un projet en tête, faire sortir de l'anonymat les jeunes artistes pour les mettre sur un piédestal. Reportage Mamadou Bipa Sissoko et Céléman Diallo. Photographie, sculpture et peinture, toutes les formes d'art visuel étaient présentes lors de cette exposition. Sadia Sow est une jeune artiste de 14 ans. Son tableau du nom de Électrifié fait partie des œuvres phares de l'exposition. Quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à dessiner, mais c'était rien de sérieux. Mais à l'âge de 10 ans, c'est là-bas que ça commence à être un peu plus sérieux. Ça représente le Sénégal, comment on est tellement électrifié au monde. Chaque jour, on a besoin de l'Internet ou bien la connexion ou l'électricité par les ordinateurs, les voitures, le travail et tout ça. Et comment nous pourrons utiliser nos ressources naturelles comme le soleil et les panneaux solaires. Cette exposition, du nom de Sentou ou Attente, entre dans le cadre du 10e Salon des arts visuels du Sénégal. Le thème, la place des artistes dans le PSE.
La place de l'artiste dans le PSE, à mon avis, ce n'est pas au commissaire d'y répondre. Je pense que les artistes ont donné des réponses et je pense que les réponses sont vraiment éloquentes. Donc à chacun d'interpréter et puis de voir ce qu'il trouve dans les œuvres des artistes, dans les réponses des artistes. Les réponses sont là, c'est du concret. Ce n'est pas des choses théoriques qu'il faut sortir. Je pense que pour une fois, les réponses sont là, accrochées au mur. Même si le thème reste la place de l'artiste dans le plan Sénégal émergent, une des expositions revisite l'histoire du Sénégal, une manière de mieux se projeter vers l'avenir. J'ai un peu revisité l'histoire du Waalo, l'histoire de Talatay Nder à travers la reine Ndaté Yalla et le braque du Waalo. La reine Ndaté qui a été une vraie résistante du colonialisme et également le braque du Waalo qui a beaucoup représenté. Au Waalo, on a 52 braques et cette histoire elle est vraiment riche et importante pour que cette génération future se l'approprie ou bien essaie de connaître cette histoire. Le Salon national des arts signe son comeback 8 ans après, une occasion pour les jeunes talents de sortir de l'anonymat. Le Sénégal reste donc une vitrine culturelle ainsi que le voulait le président Léopold Sédar Senghor. C'est la fin de ce journal. Merci de nous rester tout le temps fidèles. Dans un instant, les prévisions de la météo qui seront suivies des inspirations du professeur Songué Diouf avant Keno Askanui de Khalifa Diakhaté. Je vous remercie tous de votre aimable attention. À demain, Inch'Allah.